Ok. Je pense qu'on va commencer parce on est ici que jusqu'à 17h. Il est 15h là. Ok. Tout le monde ici m'a découvert où? Sur TikTok? Ouais. Ok. Je ne vais pas trop passer du temps sur la présentation de ce que je fais, machin, parce que on s'en fout de mon histoire. Vous êtes là vraiment pour apprendre comment commencer dans l'immobilier, peu importe là où vous êtes respectivement, l'expérience que vous avez, le travail que vous faites, tout ça, d'accord? Mais en gros, j'ai commencé l'immobilier ici il y a plus de, je dirais début 2019, fin 2018, début 2019. J'ai travaillé pour le gouvernement belge. J'étais un agent commercial en Belgique. Et j'ai travaillé en Europe pendant au moins, je dirais, 17 ans de ma vie. Et j'ai découvert, je voulais déjà faire l'immobilier là-bas en fait. J'ai essayé, mais les stratégies qui fonctionnent ici aux États-Unis ne fonctionnent pas en Europe. Parce qu'ici, c'est un marché très, très libéral en fait. Les données sont publiques. Tu peux te permettre, je ne sais pas moi, si tu passes devant cet immeuble ici et que tu regardes sur les données publiques en ligne qui est accessible à tout le monde, tu peux trouver le propriétaire, tu peux trouver leur numéro, le numéro de leur cousin, leur femme, machin. Tu peux les appeler pour voir s'ils sont intéressés de vendre. D'accord? Et la stratégie que j'ai commencé avec, j'avais découvert qu'ici aux États-Unis, tu peux trouver des propriétaires qui sont en détresse sur leur maison, peu importe la maison qu'ils ont, que ce soit un single family, qu'on appelle ici une maison individuelle, ou bien un multifamily, peu importe. L'important, c'est qu'ils sont en détresse, que ce soit financier, la maison elle est lapidée, la maison elle est vide, machin. Et si tu les mets sous contrat aux États-Unis, tu peux vendre le contrat pour du cash. J'ai découvert ça pendant que j'étais en Belgique. En Europe, tu ne peux pas faire ça. Parce que déjà, en Europe, la première des choses, c'est que les données sont privées. Tu ne peux pas venir ici, si je connais ton adresse, venir devant chez toi et trouver ton nom, ton numéro, machin, sur Google. Aux États-Unis, c'est public. Par la loi, by the way, c'est par la loi. Tu n'as pas besoin d'une licence pour accéder aux données de quelqu'un ici. D'accord? Donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, OK, tu sais quoi? Puisque j'ai essayé de faire ça en Europe, ça ne marchait pas à côté du travail. J'ai découvert, pire des cas, en Europe, tu peux être ce qu'on appelle un agent immobilier. Tout le monde est familier avec les agents immobiliers? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà acheté la maison où ils vivent ou pas? Personne? Des propriétaires de maison? Ok. Vous connaissez les agents immobiliers? Ok. C'est quoi la différence entre un agent immobilier et un investisseur? C'est quoi? Un agent immobilier, c'est celui qui t'aide à obtenir une maison et il a une commission là. Exactement. Donc, eux, ils n'investissent pas dans l'immobilier, en gros. Ils travaillent pour un bureau qu'on appelle, la plupart d'entre eux, au moins. Les brokers, mais les agents immobiliers, en général, n'investissent pas, ok? Donc, en Europe, j'ai découvert que pire des cas, tu peux être ça, c'est plus facile, ou bien tu peux être quelqu'un, par exemple, disons ce building ici appartient à c'est M. Ba ou Diallo? M. Barry. Disons ce building appartient à M. Barry. M. Barry, il m'engage, il veut que je manage pour lui et il me paye. Donc, je suis un management company, right? So, en Europe, tu peux faire ça. Tu ne peux pas faire ces stratégies ici. Mettre une maison sous contrat ou un propriétaire, après tu vends ça pour du cash, c'est impossible en Europe. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est quoi? C'est que ici aux États-Unis aussi, ils ont une stratégie qu'on appelle la finance créative. La finance créative, c'est quoi? C'est que si M. Barry ici, par exemple, un jour, il décide de vendre, et moi, je le découvre en ligne, je l'appelle, je parle avec lui, c'est quoi, Mamadou? Moi, je veux vendre parce que je rentre en Guinée, ou peu importe sa motivation à lui. Je peux lui dire, OK, disons tu veux vendre ça ici à 1 million de dollars. Je peux le convaincre, écoute, si tu vends ça aujourd'hui à 1 million de dollars et je te donne le cash, d'accord? Tu vas bien sûr payer beaucoup de taxes chez le IRS. On est d'accord? Parce que c'est un gain, c'est des revenus actifs. Les revenus actifs aux États-Unis, le profit que tu gagnes aujourd'hui, ou bien si tu as un magasin où tu gagnes beaucoup de cash, ou bien si tu as un travail, tout ça c'est des revenus actifs, eh bien c'est les plus taxés. Eh bien je peux le convaincre lui, ici, de devenir ma banque. Je vais lui dire, comment tu peux éviter de faire tout ça? Est-ce que ça te dirait de me financer ce building ici? Je te donne, disons, je sais pas moi, 100 000 dollars en avance. J'invente juste le chiffre, hein, ça peut être 10 000 dollars. Ça dépend de la négociation. Et lui, il devient ma banque et il me finance. D'accord? Ça s'appelle Owner Finance. La plupart des buildings ici à New York, c'est comme ça qu'ils achètent leurs buildings, en fait. Donc, parfois, souvent, ils ne passent pas par la banque. Okay? Ça aussi, en Europe, tu ne peux pas le faire. Il y a que, même au Canada, j'ai découvert il y a une stratégie ici qu'on appelle Subject to. OK? Subject to, c'est si M. Barry il a une dette sur la maison, je peux le convaincre de laisser la dette sur la maison à son nom. On transfère le titre de la maison au nom de ma compagnie. La maison m'appartient, mais la dette reste à son nom et moi, je fais juste les paiements. Tu ne peux pas faire ça en Europe et au Canada. Donc, il y a plein de stratégies ici vous comprenez? Donc, maintenant, comment est-ce que tu commences? Ça, tout dépend.
c'est quoi l'objectif de la personne est très très importante. Moi, par exemple, je voulais devenir active. Guys, I'm going to come to the English, I promise. I'm going to translate everything. Moi, mon objectif, c'était devenir investisseur actif. Quand je dis actif, ça veut dire je veux faire ça à temps plein. Je vais apprendre à trouver mes propres biens avec cette stratégie ici. Parce que si vous savez appeler les propriétaires et négocier avec eux, c'est quoi? Vous avez besoin d'acquérir la compétence de la négociation. Vous devez savoir négocier. Maintenant, moi, je suis arrivé ici avec mon anglais. Je n'ai pas appris l'anglais ici. J'ai appris l'anglais dans un centre réfugié. Donc, quand je suis arrivé ici, je ne devais pas apprendre l'anglais. Je connaissais déjà l'anglais. Okay? Donc, ça, quand j'appelle les propriétaires, je négocie avec eux, je trouve mes propres biens, je mets mon propre équipe en place, je les garde ou je les renouvelle, je revends pour du profit, mais je vais être actif. Je veux que l'immobilier nourrit ma famille, si ça a du sens ce que je veux dire. La manière passive, c'est, j'ai des amis comme ça, ingénieurs, tout ça, ils disent, tu sais quoi, Mamadou, moi j'ai un travail, 9 to 5, j'aime mon travail, je n'ai pas envie de quitter mon boulot, mais j'aimerais investir dans l'immobilier. La plupart des gens qui gagnent beaucoup, que ce soit à leur travail ou beaucoup d'argent dans leur business respectif, qui n'est pas l'immobilier ici aux États-Unis, pourquoi ils achètent l'immobilier? Parce que si tu as de l'immobilier qui t'appartient et que le magasin juste à côté, là, à côté de la mosquée t'appartient, tu gagnes $1 million là-bas. Si tu as certains biens locatifs, le IRS, ils ne vont pas toucher ton argent que tu gagnes dans ton magasin parce que tu peux déduire les taxes parce que tu as un bien immobilier. Vous comprenez? Donc, ils font ça, mais passif. Ça veut dire, eux, ce n'est pas comme moi. Ils ne veulent pas commencer à appeler, négocier, trouver, machin. Ils ne veulent pas faire ça. Ils veulent faire d'une manière soit traditionnelle. Ils créent leur profil de contrat, de crédit. Tout le monde ici connaît ce que c'est que le crédit aux États-Unis? À peu près? Hein? Le crédit. Tout le monde connaît ici ce que c'est que le crédit aux États-Unis? Ok, lui, il va parler de ça spécifiquement et je traduirai. Ok? Lui, c'est sa spécialité. Il sait aider les gens, créer le crédit, aller prendre des financements, machin. C'est sa spécialité à lui. Il a à peine 23 ans, by the way. Ok. Donc, tu peux, avec le crédit, passer par la banque, machin, et même si c'est une fois par an ou deux maisons par an, tu achètes. J'ai un ami comme ça, indien, ici à Ozone Park. C'est dans quel coin ici, Ozone Park? Queens, ok. Lui, c'est un physicien. Il n'est pas actif, il est passif. Chaque année, il achète au moins 2 maisons à Ozone Park, soit de 3 étages ou 4 machins. Il achète et il garde en tant que bien locatif. Et comme il gagne plus de $150 000 par an, il ne paye pas de taxes puisqu'il a des biens locatifs qui l'appartiennent, donc il garde tout son argent, vous comprenez? Ça, sa stratégie à lui, il est passif. Ça, j'appelle ça quelqu'un de passif. Ou bien, j'ai déjà beaucoup d'argent. Qui d'entre vous est le cousin de Cellou Dalein ici? Personne? J'ai déjà beaucoup d'argent, j'ai des millions et je peux déjà acheter, mais je vais faire travailler mon argent. Je n'ai pas le temps de faire l'immobilier, Mamadou. Moi, j'ai déjà des magasins qui me rapportent de l'argent ou j'ai des salons de coiffure qui me rapportent de l'argent. Je vais être passif, je vais juste mettre mon argent dans l'immobilier, avoir les bénéfices du taxe, machin. N'oubliez pas, moi, je parle des États-Unis spécifiquement. Il ne faut pas commencer à comparer Guinée et Côte d'Ivoire et ici parce que c'est 2 marchés différents, c'est pommes et oranges. On ne compare pas les deux. Même les réalités sont différentes. On n'a pas de middle class en Guinée. Est-ce que vous avez du middle class en Guinée? On n'a pas. En Côte d'Ivoire aussi, il n'y a pas. C'est soit tu as beaucoup, soit tu n'as rien. Ici, c'est le contraire. Il y a un middle class. Mais aussi, l'accès au financement et le système bancaire est beaucoup, beaucoup plus simple. Tout ce qu'ils te disent, c'est, hey, si tu as un travail, même si tu gagnes moins de $50 000 par an, sois financièrement discipliné, crée ton profil de crédit. Et avec ton profil de crédit, si tu as 650 scores ou plus, tu peux aller à la banque, ils vont te financer tes rêves. Simple. Et tu peux économiser un peu par-ci, par-là. Parfois, tu peux acheter des biens immobiliers qui vaut $500 000 et tu ne mets que 5 000 ou 10 000 $ comme avance. Le reste, c'est juste parce que tu as un bon profil de crédit, d'accord? Donc, il n'y a pas... C'est pas blanc ou noir et tout le monde est différent. Vous comprenez ce que je veux dire? La raison pour ça, pourquoi je dis ça, parce que la plupart des gens qui me posent des questions, ils disent « Ok, je vais juste me faire de l'argent dans l'immobilier. » Ok, mais quel est ton objectif? Parce que si tu n'as pas un objectif clair, il y a 1 milliard de manières de se faire de l'argent dans l'immobilier. Tu peux aussi aller travailler chez McDonald's et te faire de l'argent. Mais l'objectif, c'est quoi? Est-ce que l'objectif, c'est maintenant je fais Uber et j'aimerais remplacer ce que je gagne chez Uber par un bien locatif? Ça, c'est un objectif. Et après, maintenant, par rapport à ça, tu mets une stratégie et tu choisis une niche parce qu'il y a tellement de niches dans l'immobilier locatif. Tu as Airbnb, tu as co-living, tu as midterm rentals, tu as crash pads. Tu as tellement de stratégies. Donc, vous voyez? Donc, tout commence par c'est quoi l'objectif? Et souvent, les gens, ils n'ont pas l'objectif clair parce que l'information manque aussi. Like, je connais pas l'information. Et malheureusement, nous les Africains spécifiquement, et quand je dis Africains, j'inclus dedans Africains, Américains, by the way. On n'a pas
ici aux États-Unis ou bien même en Europe, un pouvoir économique. Ce que je veux dire par là, c'est que si moi j'arrivais ici en Amérique, et disons je n'avais pas mes deux grands frères ici, je n'avais pas de famille, les Guinéens n'ont pas une structure où ils peuvent m'aider à me sponsoriser dans l'école. En tout cas, je n'ai pas vu. Si ça existe, j'aimerais bien savoir. Ils ne peuvent pas me financer. On n'a pas une banque, okay, contrairement aux Asiatiques. Ils ne peuvent pas me donner du travail parce qu'on n'a pas... Ils ne peuvent pas donner à des millions de personnes de travail parce qu'on n'a pas des chaînes de business. Genre, si tu as un magasin ici, OK, tu peux engager 2 personnes. Mais si tu as une chaîne de magasins, tu peux engager combien de personnes? Donc, les Indiens, ils ont des chaînes. Les Chinois, ils ont des chaînes, vous comprenez? Donc, leurs vieux qui sont arrivés avant... Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pas arrivés ici, ils ont dit « Oh, je vais rentrer, donc je ne vais rien faire ici ». Au contraire, ils sont concentrés là où ils vivent et par après, ils ont investi là où ils ne vivaient pas. L'autre côté. Donc, nous, on recommence tout à zéro. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai rencontré, dernièrement, j'ai fait un événement en personne à Georgia. Et j'ai des Africains qui sont venus là-bas. Et là-bas, ils sont ici depuis plus longtemps que moi. 10 ans. 10 ans, frère, tu ne parles pas anglais. 10 ans. Ils venaient de Togo. Et il y a plusieurs cas comme ça, je parle avec beaucoup de gens. Pourquoi tu ne parles pas anglais? Parce que l'entourage que tu traînes avec, tu veux traîner qu'avec des Guinéens ou des Camerounais ou des Togolais, tu veux parler que ta langue, tu veux aller que manger dans des restos où les gens parlent ta langue, donc tu ne te mélanges pas avec les autres. Malheureusement, pour nous, puisqu'on commence tout à zéro, on est obligé d'aller chez les autres communautés, nous mélanger avec eux pour apprendre le système, et après, si on a l'information, on le ramène dans nos communautés, si on veut vraiment partager. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas parler la langue. C'est la base. Si je vais à la banque demain, j'ai un bon crédit, je fais Uber. Si je veux qu'ils financent mon projet immobilier, je dois savoir m'exprimer correctement et expliquer ma vision. Ils vont financer ma vision. C'est de la vente. Tu dois savoir te vendre. Si tu ne sais même pas te présenter en anglais, vous comprenez? Tu vas faire des travaux d'Amazon et de Uber et des machins toute ta vie. OK? Mais ma compagnie à moi, ça c'est mes business partners, Andrew ici. Ça c'est Steve. Quand je suis allé à Atlanta, en fait, j'ai commencé un atelier comme ceci, mais en personne dans un bureau. J'enseignais des gens. J'ai aussi mes 2 grands frères. Ils sont aussi dans mon équipe. Ils ont commencé après que je suis arrivé ici. Ils étaient déjà ici depuis très, très longtemps. Mais eux, finalement, on a fini par... Ils sont passés dès mes étudiants à être dans mon équipe. Lui, c'est un Jamaïcain. Andrew, il a conduit des camions ici pendant 10 ans. Il habitait à New Jersey avant de déménager. Et Steve ici, il est africain-américain et haïtien. Et lui, je l'ai rencontré, il avait une maison, il ne savait pas comment négocier, donc je l'ai aidé à négocier au téléphone. C'était son premier bien locatif. Et par après, juste avec, comme on se voyait tout le temps, on est devenus vraiment proches. Et aussi, c'est des gens vraiment, ils font le taf. Donc on a décidé de s'associer avec mes grands frères et on divise pour conquérir en fait, d'accord? Et Steve ici, par exemple, quand il s'est converti à l'islam, je l'ai pris chez moi. Il habite dans mon basement. Et Andrew ici aussi, il habite juste à côté de chez moi là. Donc lui, par exemple, il s'occupe maintenant de tout ce qui est négociation des pre-foreclosures. Les pre-foreclosures aux États-Unis, c'est quand quelqu'un a une dette sur une maison et il n'a pas payé pendant des mois et la banque veut saisir la maison. Nous, on les appelle pour négocier avec eux. Lui, c'est sa spécialité. D'accord? Et lui, ce qu'il faisait, c'est appeler les agents commerciaux qui ont une maison sur le marché mais ils n'arrivent pas à la vendre. Ça s'appelle Agent Outreach. C'est comme ça que lui, il a commencé. Et quand je faisais les workshops, maintenant c'est devenu des frères, on travaille ensemble, tout ça. Donc là, en ce moment, notre business à nous, notre compagnie, on construit des maisons maintenant. On ne veut plus faire des projets de rénovation, par exemple, parce que juste le profit de marge, c'est très petit par rapport au risque. OK? Si vous trouvez une maison lapidée, la renouveler, revendre pour... En général, aux États-Unis, si quelqu'un renouvelle une maison pour revendre dans les 50 États, ils veulent gagner 10% net du prix de vente. Donc, si tu renouvelles une maison, tu la vends à 300 000 $, ils veulent gagner 10% net de 300 000 $. Le problème ici, le plus facile, c'est de trouver la maison et tout ce qui va avec. Le plus difficile, c'est savoir comment est-ce que tu manages le projet, parce que c'est là que tu perds de l'argent. La plupart des main-d'œuvre, c'est des arnaqueurs. Tu dois connaître les contrats légaux. Tu dois connaître les prix des matériaux, parce que c'est là, si quelque chose ici, une fenêtre coûte 100 $, il te dit ça coûte 200 $ si tu ne connais pas. D'accord, tu dois connaître les prix des flooring, comment on dit, sol, c'est ça, hein? Ok, tu comprends? Donc, mais pour faire un projet comme ça, ça peut prendre 6 mois pour compléter et revendre. Si je veux construire la même maison, ça me prend le même énergie. Ici, par exemple, si c'est 10%, je vais gagner quoi? 30 000 $? Ok. Si je construis la même maison pour le même prix, pour revendre pour le même prix, ici, je vais gagner minimum 100 000 $ net. Et ça prend les mêmes 6 mois. Je trouve le terrain.
et je construis, je fais toutes les démarches dans la commune pour avoir mon permis, machin, l'architecture, machin, pour qu'il me donne l'autorisation. Mais le temps que je termine, si la maison ici, je vais la vendre à 300 000 $, je ne vais pas dépenser sûrement plus de 150 000 $ net. Ça, c'est l'achat du terrain, payer mes architectes pour les dessins, machin, et construire la maison. Dans la nouvelle construction, en général, on ne cherche pas moins de 100 000 $ de marge de profit. Donc, je prends le même risque sur les deux, mais le retour sur mon risque, au moins ici, c'est plus subséquent. Mais bon, j'ai déjà aussi beaucoup d'expérience. C'est pour ça que je me suis lancé dans ça. Mais ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas faire ça. Anyway, ça, c'est juste pour vous donner un overview, un aperçu de où on en est, comment j'ai commencé, machin. Donc, après, ici, je vais juste répondre à des questions parce que la plupart des trucs que je vais vous dire dépendent de la personne. Où tu en es, machin, machin, OK? Voilà, donc, for English, guys, give me a context. What is that you do? Oh, you guys do wholesale? You wholesale in New York? In Houston, virtually? Oh, nice. How long? Okay. I started in PA too. I started in York, PA, back in 2018. Yeah. And where are you guys now? Like, what is your next phase? Are you trying to transition from wholesaling to something else? Oh, fantastic. Let's go. OK. Vous voyez, eux, en ce moment, ils sont en train de faire la stratégie que je vous ai dit où vous pouvez mettre la maison sous contrat et la revendre. Ça s'appelle wholesaling. Ça, ce n'est pas une stratégie pour tout le monde, la vérité. Ça, c'est une stratégie pour les gens qui sont vraiment obsédés, qui veulent vraiment faire ça sérieusement. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quelque chose qui est simple, mais pas facile. Je dois appeler une centaine de propriétaires pour trouver un propriétaire qui me dit oui. Donc, je dois être confortable avec la réjection. Je suis tout le temps au téléphone, j'envoie des messages, je fais la mise à jour, je fais des follow-up. D'accord? Mais c'est une stratégie qui t'apprend tout ce que tu as besoin dans l'immobilier. Parce que tu apprends comment trouver des deals hors marché. By the way, les meilleurs immobiliers ne se trouvent pas sur le marché. Quand je dis sur le marché, ça veut dire que c'est un agent commercial qui l'a mis sur le marché. Les meilleurs deals dans l'immobilier se trouvent hors marché. Donc, directement chez les propriétaires. Et ça, ça t'apprend cette compétence-là. C'est ça qu'ils font. C'est comme ça que moi, j'ai commencé. Mais ça aussi, j'appelle ça le kindergarten de l'immobilier. Comment on dit kindergarten en anglais, en français? Jardin d'enfants de l'immobilier. Ça, c'est plus pour la stratégie des gens, je dirais. Si tu parles anglais, tu n'as pas beaucoup d'argent du tout. Quand je dis que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as moins de, je dirais, 25 000 $ et tu n'as pas de travail. Ça, c'est une bonne stratégie à commencer avec parce que tu n'as pas besoin d'argent. Ça, tu as juste besoin de temps. Quand moi, je faisais ça au début, je faisais Uber en même temps. J'appelais dans ma voiture. Je tirais la liste en ligne, j'allais à l'aéroport, je faisais une file pour mes prochains clients dans mon Uber et je faisais les appels dans ma voiture. C'est comme ça que j'ai trouvé mes 3 premières maisons, vous comprenez? Et quand tu as un contrat, tu peux le vendre dépendant comment tu as négocié. Disons, sur cet exemple ici, c'est le dernier exemple que je vais donner. Disons, vous négociez une maison lapidée à 150 000 $, mais vous savez que si quelqu'un renouvelle cette maison-là, ils peuvent la revendre à 350 000 $ une fois qu'elle est renouvelée. OK? Et vous trouvez un acheteur en cash, qu'on appelle ça, que eux, ils font du full-time fix and flip. C'est temps plein. Eux, leur business, c'est renouveler des maisons, les revendre pour un profit. Mais ils n'ont pas le temps de faire ce que toi tu fais. Trouver les propriétaires, parler avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop occupés à surveiller leurs projets, trouver des matériaux, machin. Et la plupart des gens qui font ça à temps plein, ils ne font pas qu'un seul projet par mois. Vous comprenez? Ils font 7 projets. Donc, ils n'ont pas le temps de faire ça, là. Donc, toi, tu viens, tu trouves une personne comme ça qu'on appelle un cash buyer, ici aux États-Unis. OK? Et tu dis, maman, si moi je suis le cash buyer dans l'endroit où tu as eu ça, tu viens, tu dis, Mamadou, écoute, je viens de trouver une maison dans un quartier que je sais que tu aimes bien acheter. Comment tu sais que j'aime bien acheter là-bas? Parce que tu peux voir en ligne. Il y a un site là, PropWire, ça s'appelle. C'est gratuit, vous pouvez créer un compte gratuit. Tu peux aller là-bas voir dans la commune où tu vis, où il y a les plus de transactions du niveau immobilier. Mais bon, tout ça, c'est des longues conversations. S'il y avait Wi-Fi ici, j'allais vous montrer autre chose. Et tu viens chez moi, tu dis, écoute Mamadou, si tu renouvelles cette maison, tu peux la revendre à 350 000, tu vas dépenser 60 000 pour renouveler la maison. J'ai déjà le contrat et je vais te vendre le contrat à 170 000. Juste le contrat, la maison comme elle est. Et Steve, il va vous montrer dans son ordinateur, là, la semaine prochaine, on clôture une maison comme ça. On va se faire une histoire de 35 000 $, on vend juste le contrat. Pourquoi? Parce que, comme je dis, nous, on ne fait plus des projets de rénovation. Ça ne nous intéresse pas. Donc maintenant, quand on trouve des biens où c'est à rénover, on vend à quelqu'un d'autre le contrat. On ne garde pas. On veut juste faire des projets de nouvelle construction. Ici, la différence, c'est quoi? Toi, tu as négocié le propriétaire à 150 000, non? Steve, you may want to come on the other side. Tu as négocié à 150 000 le propriétaire de la maison et toi, tu l'as vendu à 170 000 à l'acheteur en cash
et lui, il va renouveler la maison et la revendre ici. Combien tu t'es fait ici au milieu? 20 000 $. D'accord? Dépendant la maison, chaque maison que tu vas trouver, ça va être, tu vas gagner quelque chose de différent parce que à combien est-ce que tu as négocié, combien est-ce que la maison elle a besoin, quelles sont les valeurs des maisons à revendre là-bas. Donc, parfois, on fait des maisons comme ça où un seul contrat, on gagne 100 000 $ net, juste vendre le contrat. C'est 2 contrats que tu mets en place. Tu as un contrat avec le propriétaire ici. Dès qu'il signe ici, ça s'appelle un PSA, Purchase and Sale Agreement. Et ici, avec le cash buyer, ça s'appelle un Assignment Agreement. Attends. Un assignment. OK? C'est ça que tu vas signer avec. Et si tu prends ces 2 documents-là, tu les envoies chez l'avocat pour faire la clôture, tout ce qui va avec. Je garde ça simple. Je ne dis pas que c'est facile. Vous n'allez jamais m'entendre utiliser le mot facile. OK? Mais bon, moi j'ai commencé avec ça parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure stratégie par rapport à ce que moi j'ai envie d'accomplir. Donc vous devez d'abord savoir ce que vous voulez accomplir. OK? Bro, I was just giving them an overview of how I started, how they can get started, and then telling them, give me one second. Désolé. Préparez vos questions maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet. Pardon. Oh, bro. It's gonna be tough. Is working? Okay. Désolé. Yeah, I was just giving them an overview, basically. How did we start? How did we transition from wholesaling, buy and hold, fix and flips? Now we do new development. Now for them, I was also talking about the fact that, where are you from originally? You like Queens, African American originally? Yeah? Okay. Okay. I was telling them the importance of, especially for us black people, I would say in general, Africans, we don't have this strong economic power to where we can afford to come here, stay here for years and not speak English. The very basics. Speak English, because we're not like the Asians that provide jobs to their people, the Indians, as they should, by the way. I'm saying that in a positive light, but we don't have that. So I was just giving them the overview, how did I get started and blah, blah. And then also like how there's so many niches in real estate. Like as long as you have a clear vision of what you're trying to accomplish is what matters, because there is no one answer for everybody. It's like, you know, wholesaling is not for everybody, for example. Flips is not for, you guys know how that goes. So that was just an overview. So if you guys came with specific questions, we can get to it, but I'm just gonna do Q&A, because I'm not here to ramble. And then we don't have a screen, but we're gonna show you guys some of the new developments. Right now, maybe he already told you guys, or I don't know, we're building 19-home new development, affordable housing in Albany, Georgia, and a 32-unit. And we're heading to Dallas, Texas now to do a luxury specs build. The reason for that is because Texas, like the permitting process is way easier and simpler. In Atlanta, depending what city you're doing it at, it just takes too long, you know? So we're gonna get to Q&A. Andrew, you want to come and introduce yourself? Je vais laisser mes partenaires, ils vont se présenter. Mais bon, ils parlent qu'anglais. Si vous voulez que je traduise, je vais traduire.